tout est une opportunité. Donc fais tout très bien. Ne fais jamais à moitié, parce que sinon le moment où t'avais de la chance, c'était peut-être le moment où t'as fait à moitié. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bruno Muschio, aussi connu sous le pseudonyme de Navo. Si vous avez entre 12 et 30 ans, il y a une forte probabilité que vous ayez passé du temps devant ses créations. Navo est auteur et réalisateur, il a notamment écrit ou coécrit les séries Bref, Bloqué, Serge le Mito. Il a coécrit plusieurs spectacles, dont ceux de ses amis Kian Kojandi et Kairon. Navo m'a accueilli chez lui pour discuter et je vous cache pas que c'est mon épisode préféré de Nouvelle École. On aborde tout un tas de thèmes, son parcours, l'importance de faire les choses et de suivre son instinct, l'importance de respecter la chance pour qu'elle te respecte. On parle de Bref, du succès, de son procédé créatif. Enfin, on parle de plein de choses qui me passionnent. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou iTunes en tapant Nouvelle École, c'est la meilleure manière de m'aider. Merci beaucoup et bonne écoute. Non, par contre, on n'est vraiment pas sur un... Enfin, vraiment, le but, c'est que ce soit libre. Et moi, c'est toujours une question que je me pose. D'ailleurs, ça peut commencer l'interview, mais tu vois, quand je fais une interview, j'ai pas envie de faire la même interview que tout le monde. J'ai pas envie de poser les mêmes questions. Par exemple, là, je vois Navo. Tout le monde va lui parler de Bref. C'était comment Bref? Comment vous avez commencé? En fait, c'est pas inintéressant de parler de Bref, mais la plupart du temps, les journalistes, ils sont en train de faire une pige vite fait pour un truc, ils ont pas passé 5 heures à éplucher ta vie et à essayer de comprendre ton âme. Ouais. Donc les questions, c'est comment vous avez lutté de Bref, comment vous vivez ce succès. Et en fait, au bout de 27 fois, on te pose la question. J'en veux pas du tout aux gens qui me posent la question, mais c'est juste, j'ai pas l'impression que ce soit le plus intéressant. Non, puis tu connais l'histoire, mais tu vois, du coup, moi, ce que je me demande, c'est parce que c'est comme un peu quand tu dis que tu fais des blagues et que tu sais dans une certaine manière tu sais ce qu'attend le public, mais toi aussi t'as une volonté créative et tu sais ce que t'as envie de faire, et il y a une sorte de juste milieu entre faut que ça plaise aux gens et en même temps faut que ce soit créatif, tu vois. Ouais, en fait ça dépend Attends, t'as une araignée terrifiante dans les cheveux. Non, je te l'ai enlevé. Ça va, j'ai pas peur des araignées. Okay. Peut-être c'était mon ami et tu viens de la gifler. Et tu vois, moi dans l'interview c'est pareil, c'est genre je sais que ça les intéresse, l'histoire de Bref par exemple, ou comment est-ce que t'as commencé ton parcours, etc. Mais moi, comme j'ai écouté 30 000 heures de toi, je vois après quelles sont les questions qui retombent tout le temps, et j'ai envie d'aller de poser des questions un peu différentes, tu vois. Du coup, faut dire qu'il y a un juste milieu, tu vois. Mais ceci dit, il y a pas de souci, parce que en fait, c'est comme quand t'es sur scène. Un des premiers trucs que tu apprends ou qu'on t'apprend, ou en tout cas qu'on te dit quand t'es sur scène. Donc moi, c'est un truc que je dis beaucoup aux mecs qui montent sur scène, c'est ne te lasse pas de ce que t'es en train de dire, parce qu'à chaque fois que tu le dis pas aux mêmes gens. Parce que souvent, il y a cette espèce de biais du cerveau qui fait que le public, tu le vois comme le public, c'est une personne. Et il y a un côté, je l'ai déjà dit, au public. Sauf que non, le public, c'est une somme d'individus. Et donc, tu peux faire 1000 fois le même texte. Tu vas toucher 1000 fois des gens différents. Et donc, tu dois 1000 fois une personne. Ouais, voilà. Tu peux parler 1000 fois à une personne. Tu parles pas 1000 fois à 1000 personnes, en fait. Et donc du coup il y a ce truc important de dire et donc c'est pareil en interview, c'est qu'au moment où j'en sais rien, le journaliste de Libé te pose la question, c'est pour les lecteurs de Libé, et tu peux pas te dire ah putain bah merci, la même question que Télérama, parce qu'en fait non, c'est pas les mêmes lecteurs. S'ils ont des lecteurs en commun, bah ils en ont en commun, mais la plupart des gens qui vont lire ce truc, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de toi, et qui vont et ils se posent effectivement les questions de base qui sont comment ils ont eu l'idée de Bref. Ouais, c'est un peu comme pour les groupes de musique qui jouent tout le temps les mêmes chansons, qui en ont marre, mais en même temps si tu vas au concert de je sais pas. Non, mais tu vois, si je vais à un concert d'un gars qui a fait un tube il y a 10 ans et que c'est la première fois que je vais au concert et qui fait pas son tube, t'es un peu dégoûté, quoi. Bah je suis un peu vénère. Il pourra m'expliquer pendant 2 heures, ouais mais non, mais tu comprends, ça fait 10 ans que je le fais. Je comprends, mais moi c'était la première fois que je le voyais en fait. Donc tu l'as pas fait, alors que moi c'est pour ça que je t'aime. Donc il y a toujours un peu ce compromis à trouver. Ouais, c'est savoir que tu parles pas tout le temps à la même personne. Le public n'est pas une personne. C'est pas un mec avec une moustache qui s'appelle Philippe et à qui tu parles 1000 fois de suite, quoi. Bon bah du coup c'est bonne façon de commencer. Donc je suis avec Bruno Muschio, dit Navo. Bruno, t'es auteur, t'as été auteur pour plusieurs séries, que ce soit Bref, Bloqué, Serge le Mito récemment. T'es co-auteur sur des spectacles, principalement Kian Kojandi, Kairon, Shirley. T'as publié une BD, la bande pas dessinée. Ouais. T'as fait plein de trucs, là tu bosses peut-être même sur ton spectacle, non? Je bosse sur mon spectacle. Officiellement? Ouais. Officieusement?
officieusement, je suis en train de faire une interview avec toi et je viens de me réveiller. Et du coup, j'ai une question, c'est un peu la seule chose que j'ai pas réussi à trouver sur internet. Pourquoi Navo? Navo, c'est marrant parce que pourtant on me l'a déjà posé cette question. Bah voilà. Comme quoi, tu as J'ai mal pas fait tout ton vu, travail. j'ai mal fait mon travail. Comme quoi, c'est important de toujours redire. toujours rappeler les choses. Surtout que ça sert absolument à rien. Navo, ça vient de quand j'étais ado. On avait un langage codé un peu pété qui consistait à mettre have au milieu de la dernière syllabe du mot. Donc Bruno faisait Brunavo et par contraction c'est devenu Navo et tous mes potes m'appelaient Navo tout le temps. Et donc au bout d'un moment c'est resté. Et quand j'ai fait la bande pas dessinée, tu viens de me rappeler un truc là, mais tu viens de me rappeler un truc d'il y a 15 ans de nous, on a ajouté feu. Ah oui, la langue de feu. Ouais, on mais disait c'était toutes les ça aurait été syllabes. Brufunofo. Ouais, Brufunofo. Nous c'était la langue de gueux aussi qui existait. Donc Brugunogo. Et justement, parlons de. Il y a un truc qui m'intéressait sur ton parcours, c'est que tu dis que en fait, donc toi, t'as arrêté l'école à 16 ans, et ensuite t'as bossé avec ton père. Ouais. Et tu dis que tes parents étaient autodidactes. Ouais. Et Enfin, ils ont arrêté l'école tôt aussi, et ça les a pas empêchés de vivre, quoi. Ton père, il faisait de l'import-export d'art, c'est ça? C'est ça. Ta mère, elle faisait quoi? Ma mère, elle est à l'époque où quand j'étais petit, elle était avec mon père et elle faisait du commerce avec lui. Et après, elle est partie dans les milieux associatifs. Et toi, tu dis que est-ce que c'est ma maman qu'on voit dans Nous trois ou rien. Ah ouais? Le film de Keiron. Il y a une femme qui s'appelle Martine qui fait de l'alphabétisation et des cours d'éducation sexuelle dans l'association Femmes dans la Cité. C'était ma maman. Et tu parles justement du fait que tes parents étaient, enfin, on peut dire autodidactes, et toi, ouais. T'es un peu autodidacte aussi. Et est-ce que c'est lié? Est-ce que tes parents t'ont transmis un genre d'état d'esprit de on fait les choses, on apprend soi-même ou? Ouais, enfin, je pense surtout que du coup, ils étaient rassurés sur ma capacité à m'en sortir, même sans aller à l'école. Ouais, parce que tu dis que quand t'avais 20 ans et que t'as arrêté de travailler avec ton père, les potes de ta mère te demandaient un peu ce que tu faisais. Et je faisais pas grand chose. Hein. Et que il y avait jamais d'inquiétude en fait par rapport à ce que t'allais devenir. Ouais, ma mère a jamais été inquiète. Je pense que il y avait ce côté mère trop fière, sûre que son fils était un génie. Mais je pense que quand on répète toute ta vie que t'es un génie, à un moment tu finis par le croire. Et vu que 80% de ce que t'es, c'est ce que les gens croient que tu es, et donc ce que toi tu crois que tu es. Là, c'est bon, j'ai des lunettes. Et les gens pensent que je suis intelligent. Quand je dis que j'ai pas fait d'études, ça surprend les gens. Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu aies fait une école d'auteur ouais, non, je sais pas, parce que je dois dégager une certaine assurance ou un truc comme ça, du fait que j'ai pas peur. Je me dis pas comment je vais m'en sortir. Donc du coup, je pense que l'assurance, ça joue énormément dans l'image que les autres se font de toi, et donc dans l'obtention de la part des autres d'une confiance qui te permet finalement de faire ce que tu as envie de faire. Toi, c'est quelque chose qui était naturel du coup. Ouais. Que je pense j'ai hérité du traitement de ma maman. Quand je foutais la merde à l'école, elle disait au prof oui, mais un jour vous paierez pour voir ce qu'il fait à l'école. Donc ah, c'est vrai. Ouais, donc elle avait ce niveau d'assurance. Et finalement elle a eu raison. Après, est-ce que c'est parce qu'elle l'a dit? Est-ce que c'était une prophétie autoréalisatrice? À force de le dire, je l'ai cru, donc je l'ai fait. Ou est-ce que juste elle avait vu en moi C'est peut-être une bonne recette pour si t'as des gosses de répliquer. C'est un peu un truc à l'américaine, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, les enfants, on leur dit beaucoup, t'es le meilleur, tu vas tout réussir, et du coup, il y a une sorte d'assurance de dingue chez les Américains moi, quand j'étais là-bas, il y a 2 ans, ils avaient tous 18-19 ans, et ils faisaient tous plein de trucs, ils disaient, ouais, moi, je fais ça, moi, j'étais la mince, moi, je fais rien. Ouais, bah, je pense, oui, c'est une mentalité. Je pense vraiment que ça crée une mentalité où tu dis, non, mais on va y arriver. Et comme en plus, j'étais pote d'enfance à Keiron, qui a un peu la même mentalité, voire encore plus que moi. Je pense que lui, c'est plus un bosseur que moi. Moi, je suis un paresseux qui se force. Lui, je pense que c'est un bosseur. Donc, du coup, même d'avoir grandi avec lui, lui, il était vraiment moteur, quoi. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire de la musique, là où... C'était toujours lui qui faisait la première impulsion? Ouais, en fait, il y croyait tellement que du coup, c'était contagieux, tu vois. Tu fais de la musique, tu dis, oui, bon, on fait de la musique, comme n'importe qui fait de la musique en amateur. Et lui, était là, mais non, mais pourquoi on pourrait pas être... à l'époque on faisait du rap, être comme machin, bidule, on peut le faire, tu vois. Et donc il était tellement sûr du truc, et moi j'avais mon assurance personnelle, qu'on se disait bah ouais, pourquoi on serait moins légitime que d'autres.
Bah, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui vient pas forcément naturellement. Donc vous l'aviez naturellement dès le départ, une sorte d'assurance de on peut le faire, on n'est pas plus nul que les autres. Ouais, c'est intéressant, tu vois, par exemple, Kairon, quand il explique comment il a écrit son film, il y allait avec une espèce d'assurance, genre, je sais pas écrire un film, bah, je prends un fichier doc, et puis je vais juste écrire ce que je vois dans ma tête, et puis après, on verra bien. Il y a des gens qui vont me dire, non, mais il faut que t'écrives séquence 3 extérieure nuit, mais en attendant, j'écris, il rentre, il fait ça, il part à droite, il vient à gauche, et quand tu le lis, tu dis, oh, il a l'air bien ton film. Il a toujours fait comme ça, donc c'est un faiseur, en fait. De toute façon, y a pas vraiment d'autre manière d'apprendre à écrire un film que d'écrire un film. Oui, mais tu vois, il y a des gens qui peuvent se perdre en disant bon, je vais lire Troubi, puis finalement Troubi c'est pas suffisant, donc maintenant je vais lire Story, et puis après je vais faire telle masterclass, et puis après je vais faire et en attendant ils écrivent pas vraiment. Kairon fait plutôt dans l'autre sens. D'abord il écrit, et après quand il est confronté à un problème, il le résout au moment où il l'a, quoi. Il va chercher la connaissance ou la résolution du problème. Ouais. Mais je pense que de partir en disant je peux le faire, ça change vraiment ta façon d'envisager les choses. Ouais, c'est une question de perspective. Et je pense vraiment que c'est hyper important. Et bon, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais si tu regardes on parlait d'école de commerce tout à l'heure, et si tu regardes en fait la courbe de candidature, t'as les 3 meilleures écoles, et c'est pas celles-là qui ont le plus de candidats. C'est les 3 écoles d'avant. Parce qu'en fait, les gens s'auto-censurent, je pense. Ah oui, ils se disent, je serais pas capable de faire ces 3-là, donc. Voilà. Et du coup, il y a énormément de candidats pour la 5e école, qui est du coup hyper dur à avoir, et beaucoup moins pour les 3 tu vois. Ah oui, genre le paradoxe des gens très beaux. C'est quoi ça? Qui se font moins aborder. Exactement. Parce que les gens se disent, bah non, il est trop beau, elle est trop belle pour moi. Absolument. Et donc finalement, c'est ceux qui sont beaux ou moyens qui se font le plus draguer, parce que il y a un côté next door, genre il y a quand même moyen. Alors, je pense qu'une mannequin genre à la plastique parfaite qui correspond exactement au code de notre société se fait finalement moins draguer, parce que moi y compris, on se dit non, bah c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est intéressant, moi je sais pas si t'as déjà, moi j'ai lu à une époque des bouquins de dating un peu, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle The Game, un bouquin oui. Tu veux t'en entendu parler? Bah oui, j'ai entendu parler de The Game, c'est ce qui a créé un peu tout le mouvement des pick-up artistes. Des pick-up artistes, des absolument. Gens complètement fous là qui ouais. Et qui font des vidéos sur YouTube. C'est très HEC ça, parce que c'est très, on utilise des codes de business, de séduction, de vente en fait. C'est de la vente. C'est de la vente de soi-même. Je pense que c'est un peu creux. Ah, c'est hyper creux. Mais est-ce que c'était intéressant de dire en fait ça pose une question plus générale sur la manipulation des gens et des masses, parce que effectivement ils sont dans un truc de rendement, un truc de, mais je pense qu'au final à un moment les gens doivent quand même revenir à un truc plus humain et plus naturel. Mais moi c'était juste pour souligner que même dans ces théories là, la théorie c'est d'aller directement parler au plus beau, parce qu'en fait t'as plus de chances. Parce que si tu vas parler à la fille la plus belle avec de l'assurance, qu'elle soit fausse, hein, mais que tu l'aies créée toi-même ou pas, automatiquement tu te mets dans une catégorie de nouvelle pour elle, qui est les gens qui viennent. Il y a très peu de gens qui viennent lui parler en fait. Ouais, et donc tu te différencies du reste du marché. Ça rejoint le côté, ce que je disais tout à l'heure, 80% de ce que t'es, c'est quand même ce que tu montres, que ce soit fake ou pas. Le problème c'est que quand c'est fake, à un moment ça retombe. Est-ce qu'il faut pas le faker un peu si jamais tu l'as pas au début? Il y a un truc en anglais là, j'ai oublié ce que je fais. Fake it until you can make it. Voilà, exactement. Où je pense que c'est une façon un peu provoque de dire que finalement tu seras jamais ce que tu as envie d'être si t'arrives pas déjà à t'en convaincre toi-même. Il y a une histoire de Kanye West, qui en fait donc était racontée par un journaliste. En fait, apparemment, il a un énorme poster de lui dans son appartement, et le journaliste arrive et lui fait, mais pourquoi t'as un énorme poster de toi? Et Kanye lui fait, parce qu'avant que les autres puissent être mes fans, il faut que je sois fan de moi. Ouais, mais je suis assez d'accord. Ouais. Mais parce que son objectif, c'était d'avoir des fans. Absolument. Mais je pense que ça s'applique à n'importe quel objectif de vie. Mais c'est compliqué parce que c'est des trucs qui sont ancrés, je pense. Il y a des gens que je connais qui sont ultra talentueux et qui ont en parallèle une espèce de complexe d'infériorité, de je vais pas y arriver, qui les mine, pendant que je vois des gens beaucoup moins talentueux mais avec beaucoup plus d'assurance réussir, parce qu'ils font le job, quoi. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut travailler. Moi j'ai toujours eu un gros syndrome de l'imposteur, hein. Dès que en fait, avant d'avoir commencé un truc, je me censure, je me dis non, mais je vais pas le faire parce que c'est pas possible. Par exemple, un podcast,
je vais pas aller interviewer Navo pour un podcast parce que qu'est-ce qu'il en a à foutre, il se fait interviewer tout le temps, etc. Et puis si jamais je me dis ok, allez. Ouais, ça va, je suis pas non plus. Pas non plus Brad Je Pitt. suis pas James Cameron. Ouais, mais bon. Et si je me dis ok, bon, finalement je le fais, j'ai interviewé Navo, mais je vais y aller et juste avant de commencer l'interview, je vais me dire mais non, mais en fait c'est pas moi qui devrais faire ça. Pourquoi je fais un podcast? Donc je suis quand même toujours en train de me battre contre ce truc, tu vois. Mais je pense qu'on peut le faire progresser parce que. Mais je pense qu'il y a un truc dans ce genre de situation. En tout cas, moi, je me dis de toute façon, ton objectif, c'est de faire ce que tu voudrais que quelqu'un fasse pour toi. C'est-à-dire que si par exemple je dois interviewer quelqu'un, ce qui m'arrivait à l'époque où je faisais des podcasts, qu'il faut que je reprenne, je le reprendrai un jour. Écoutez, et d'ailleurs bon. ceux qui écoutent, allez écouter Marché Parler, qui est très bien. Voilà, mais tu vois, avant les marchés parlés, j'avais des trucs où j'invitais quelqu'un qui invitait d'autres personnes et puis on discutait ensemble. Et en fait, ça part d'une démarche qui est fait, et c'était pareil pour Bref, c'est pareil pour beaucoup de choses, c'est fais ce que t'aurais voulu qu'on fasse pour toi. C'est-à-dire que si tu te sens capable d'interviewer quelqu'un, pense à toutes les interviews qui t'ont saoulé parce que tu voulais savoir certaines choses et tu les as pas su et tu t'es dit putain l'interview, bah fais-la alors. Ouais, c'est ce que tu dis quand tu dis que quand tu fais un truc créatif ou artistique, t'ajoutes un peu la pièce manquante du puzzle que t'aurais aimé avoir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est fais ce que t'aimerais voir. Voilà, c'était ça. Bref, on a juste fait un truc qu'on aurait voulu voir à ce moment-là en 2011. On se disait, ça serait bien qu'il y ait un truc un peu pour nous, par nous, qui va vite, qui est pas saoulant. Voilà. Et donc du coup, tu fais juste. Donc finalement, quand tu arrives avant ton interview et que tu te dis, mais en quoi suis-je légitime, tu fais, bah de toute façon, je m'en fous, je le fais pour moi. Je vais pouvoir poser les questions qui m'intéressent. Et puis, avec un peu de chance, même s'il y a 3 personnes qui avaient la même envie que moi, et ben voilà, je l'ai fait pour eux en fait. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de ce compromis entre l'interview que moi j'ai envie de faire, vu que j'ai bouffé toutes les connaissances sur Navo ou sur un autre invité, et en même temps le fait que je me dis que les gens connaissent peut-être pas forcément l'histoire et que j'ai envie de la raconter, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même ce compromis à ce moment-là. Ouais, mais parce que quand t'écoutes une interview, t'as pas forcément fait tout le travail de recherche Voilà, de l'intervieweur, donc t'as aussi besoin que l'intervieweur te transmette la recherche qu'il a fait avant. Mm. Donc c'est cool, c'est ce que tu vas faire apparemment. C'est absolument ce que je vais faire. Donc allez, partons sur le parcours de Navo. T'as commencé, il y a un truc qui est intéressant, c'est que t'as commencé à écrire en tout cas pour le stand-up assez tard finalement. T'as commencé à 25 ans, donc en 2008. Ouais. C'est bon, je C'est suis dans les clous. Et t'as commencé à écrire, c'était au Jamel Comedy Club. Et je crois que t'étais Kairon, c'est ça? C'est ça. Et en fait, t'allais au Jamel Comedy Club et t'aidais Kairon à écrire son spectacle. Et tu disais aux gens qui montaient sur scène, c'est cool ce que tu fais, mais tu pourrais faire ça. Tu suggérais des idées en quelque sorte. Ouais, en fait, je découvrais mon métier en le faisant en fait. C'est que j'étais en fait, donc je suis pote d'enfance avec Kairon. À un moment, Kairon se lance dans le stand-up et on est toujours en train de se parler au téléphone et tout. Et donc au bout d'un moment, il me dit, bah vas-y, viens, sois mon co-auteur, accompagne-moi dans la démarche pour aller faire l'émission de Jamel Comedy Club, qui consiste à beaucoup répéter en public dans la salle du Comedy Club à Paris jusqu'à ce que ton passage soit suffisamment bien pour que le directeur artistique dise ok, c'est bon, ton truc est bon pour passer à la télé. Et donc moi je l'ai accompagné là-dedans en parallèle de mon taf alimentaire de l'époque. Ton taf de coursier slash informaticien, responsable informatique chez nos amis notaires. Ouais. Dans une étude notariale. Et donc du coup en arrivant là-bas, bah, moi j'étais plus détendu vu que j'avais pas à monter sur scène. Juste je voyais des gens marrants, y compris des gens que je connaissais d'avant comme Yacine Bellous qui était au Jamel Comedy Club à l'époque et que je connaissais parce qu'on avait fait du théâtre jadis il y a genre 8 ans plus tôt. Non, peut-être pas 8 ans, et 5 ans plus tôt. Et du coup ouais, c'est ça, je découvre en faisant. Ça veut dire que comme moi je suis posé et je suis à l'aise, puis je vois des mecs marrants monter sur scène qui redescendent en disant ah putain cette telle blague a pas marché, et je fais ah t'as essayé de faire ça, mais c'était anodin, mais pour moi c'était ouf. Mais est-ce que c'était conscient pour toi de dire je vais aider sans demander en retour? Est-ce qu'il y avait une logique de si j'aide, je me rends comment dire, je crée de la valeur pour les gens et je me rends un peu utile? Non, c'était pas calculé, c'était naturel. Naturel, en fait. Ouais. C'était naturel comme. T'avais envie de les aider, quoi. Oui, voilà, c'est comme être dans une équipe, quoi. Tu dis bon bah, c'était plus. Oui, c'est ça. Bah, genre, je me voyais pas dire bonjour. Alors voilà, tu pourrais faire telle blague. Voici la facture. non, mais plus dans le sens aider où les copains, quoi. Ouais.
T'as une espèce de phénomène de troupe qui se crée. C'est des gens qui s'entraident les uns les autres, et puis tu rentres dans ce truc-là. Donc tu fais comme les autres, toi, tu aides. Non, parce que c'est un schéma qui revient assez souvent, en fait. Au début, les gens vont trouver un groupe de personnes qui les intéressent. Donc toi, c'était un peu ce qui t'est arrivé quand t'as débarqué là-bas. Finalement, ce que tu dis souvent, c'est que tu t'es dit, cool, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Ouais. Aider des gens à écrire des trucs drôles. Et le phénomène qu'il y a souvent, c'est que quand tu trouves ce groupe de personnes, la meilleure manière, en fait, de rentrer plus ou moins dans le groupe ou de commencer à travailler avec, c'est d'aider gratuitement, sans attendre en retour, beaucoup, quoi. Ah, bien sûr. De toute façon, il faut que ça vienne du cœur, sans vouloir faire une phrase démago. Mais faut que ça vienne vraiment d'une vraie envie. Je pense pas que tu peux le faker, en fait. Parce que si tu commences à le faire en te disant, et j'espère bien que le mec après-demain il va me rappeler pour viens passer la soirée avec nous. Du coup, t'es déçu en permanence. Là, c'était complètement. Et puis surtout, en fait, t'apprends en le faisant. En fait, il faut trouver un truc que tu ferais gratuitement sans. De toute façon, au début, tu fais tout gratuitement parce que tu cherches juste ce dont t'as envie. Donc, mais c'était pas un calcul. Je pense que c'est compliqué quand c'est un calcul. En fait, finalement, je me rends compte que c'est un des trucs où je me sens le plus à ma place. C'est-à-dire que là, récemment, je faisais la coordination artistique sur un plateau expérimental d'humour qui s'appelle Noir, qui est à l'Européen, où en gros, c'est des humoristes dans le noir. Et donc, du coup, tu réunis 4 humoristes, tu discutes avec eux, tu vois avec eux ce qu'ils peuvent faire dans le noir, tu crées les interactions, et c'est le moment où moi, me sens le plus à ma place. C'est le moment où j'ai le moins l'impression de travailler. T'es avec 4 mecs marrants qui sont ultra créatifs. Toi, t'es au milieu, t'essaies d'organiser le truc et de proposer des choses. Ils prennent pas, ils proposent un truc, tu l'améliores, et à la fin, ça fait un spectacle. Et puis, quelques jours plus tard, le spectacle a lieu, les gens, ils applaudissent, et t'es content. Il y a une espèce de... C'est le truc le plus gratifiant, je pense. Et ça se retrouve un peu dans le métier de réalisateur. Où là, c'est plus complexe, mais en gros, t'arrives et t'es un peu capitaine du bateau, quoi. Donc t'es là et toute la journée, tout le monde te pose des questions. Et si t'as pas la réponse, le truc est moins bien. Donc c'est un métier qui est dur, mais qui est ultra prenant, quoi. T'arrives et vraiment, comment il doit être habillé, comment on l'éclaire, c'est quoi le décor, comment il doit jouer, c'est quoi la séquence suivante. Et donc c'est le truc où je me sens le plus. La première fois que j'ai fait de la réalisation, j'ai dit putain, mais c'est exactement mon délire, parce que je pense que ce qui est dur quand t'es auteur, c'est quand t'as pas le contrôle. T'écris un truc, mais les gens le retranscrivent mal. Voilà, ils le transforment, ce dont ils ont complètement le droit. Hein. T'as fait ta part du taf, t'as écrit ton truc. Après, ça disparaît pendant 6 mois. Et après, un jour, t'allumes ta télé ou internet, et tu regardes un truc et tu dis putain, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, c'est pas exactement. Donc là, t'as un contrôle total quand t'es réalisateur. C'est que t'as le poids, donc c'est une charge qui est lourde quand même. Et en même temps, t'as la fierté du résultat. Je sais aussi, c'est quand même parce que j'ai influé sur l'ensemble des postes que le truc ressemble le plus possible à ce que j'avais en tête. C'est pour ça que t'es passé réel, notamment sur Bref. Ouais, parce qu'on voulait pas perdre le contrôle. Complètement. On voulait pas du tout, on voulait pas perdre le contrôle du projet. Quand tu dis c'est la partie que j'aime le plus, c'est quoi la partie où t'as le plus l'impression d'être au boulot dans ton taf? C'est compliqué, parce que ça, comme mon métier est vraiment cool. Les moments un peu chiants, je sais pas trop, si peut-être quand ça devient en fait c'est pas vraiment un moment, c'est au bout d'un moment ça devient répétitif, et dès que ça devient répétitif et un peu automatique, ça fait chier. C'est pour ça que souvent on fait qu'une saison, on fait des trucs assez courts. C'est parce qu'en fait au moment où on commence à s'ennuyer avec Yann, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que ça y est, on a envie de faire autre chose. On a parlé du fait de rejoindre un groupe qui te ressemble et de faire des choses avec. Et toi, tu connaissais Kairon depuis quasiment toujours, en fait. Ouais. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est... Il y a quelqu'un qui fait des travaux. C'est comment tu fais, en fait, si tu connais pas, si t'as pas ton Kairon, tu vois. Tu connais pas c'est compliqué. Tu vois, du coup, ça crée tout un tas de... Ah, ouais. C'est sympa, ça. C'est sympa, hein. Si tu veux qu'on rentre, à tout moment, on peut rentrer. Ça dépend. Tu crois qu'ils vont... Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Soit il en a pour 8 heures, soit il en a pour une minute. Si on rentre, c'est qu'il en a pour 1 minute. On va attendre. On va juste être à l'intérieur en se disant putain, en fait c'était super court. On va attendre comme le parapluie, tu vois. Si tu le prends, c'est qu'il va pas pleuvoir. Ça m'a l'air... Ouais, mais normalement le rythme comique fait que c'est au moment où on va reprendre qu'il va Absolument. retaper. Sinon ce serait pas drôle.
La musique s'arrête après. Ouais. On fait, en fait, c'est quoi? Oui, alors pour répondre à ta question, en fait, c'est compliqué parce que c'est comme, je me souviens, je sais plus à qui un jour j'avais dit, ah, t'as pas de frère, ça te manque pas d'avoir un frère? Je dis, bah, je sais pas, j'ai jamais eu de frère. Je peux pas dire si c'est bien ou pas. Et en fait, c'est un peu pareil. Je sais pas comment font ceux qui étaient pas déjà deux au départ. Mais je pense que la vie est faite de rencontres, donc faut les provoquer. Mais je sais pas, ce serait comme de demander à quelqu'un qui est en couple depuis qu'il a 14 ans comment bien se débrouiller sur Tinder. Il dit, je sais pas. Ouais. Non, t'as raison. Ouais, donc j'ai pas vraiment la réponse. Je suis le moins bien placé faudrait que tu trouves un mec vraiment qui s'est fait tout seul, sans aucune team, et que tu lui poses la question. Ouais, après, moi c'est une question que je me suis déjà posée parce que j'ai eu moi j'ai pas mal traversé soit des écoles, soit des régions, donc finalement j'avais jamais cette espèce de buddy avec qui j'allais passer 15 ans, même si j'ai eu ça sur des périodes courtes. Et c'était une question que je me posais, tu vois, comment est-ce que je sais que c'est beaucoup plus facile si t'es avec des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que toi de lancer des projets. Et comment aller à leur rencontre, quoi, comment les trouver, etc. Bon, maintenant ça commence à être plus facile avec Internet, les meet-up, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Mais je pense que, enfin, mais encore une fois, je suis mal placé. Mais bon, a priori, je dirais que si j'imagine un monde où je suis quand même arrivé en 2008, etc., mais qu'il n'y avait pas Kairon, j'ai quand même rencontré d'autres gens. Et donc du coup, je pense que quand tu rencontres des groupes de gens, en général, il y a une ou deux. Je pense qu'il faut suivre quand même son instinct. Il y a ce côté, normalement, faut réseauter. Donc tu vois, si t'arrives dans une soirée rencontre ou dans un truc ou machin que tu connais, t'as proposé de prendre un verre et puis tu t'arrives. Et en général, l'erreur, j'ai l'impression, c'est de te focaliser sur la personne la plus puissante du groupe en te disant c'est cette personne qui va tout me rapporter, alors qu'en vérité, sauf si il se trouve que la personne la plus puissante, tu t'entends super bien avec, je pense qu'il vaut mieux discuter et s'intégrer par les gens vraiment avec qui tu passes un bon moment et avec qui tu rigoles et avec qui tu as des affinités pour deux raisons. Déjà, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour pas avoir l'impression d'être un opportuniste dans ta tête. Et en plus, personne te dit, tu vois, si tu prends par exemple Kian, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à une époque où, voilà, c'était entre guillemets un nobody. Il était comme moi, quoi. On était juste deux gars qui galéraient, puis on s'est rencontrés parce qu'il faisait des scènes ouvertes et que moi j'allais aussi sur les scènes ouvertes. Et c'est parce qu'on s'est bien entendu qu'on a commencé à bosser ensemble, qu'on avait des affinités. Ah tiens, je te fais une blague pour ça. Il me filait, tiens, tu pourrais mettre ça dans la bande pas dessinée. Je disais, ah tiens, tu pourrais mettre ça dans le festival de Kian. Et c'est parce qu'on s'entendait bien qu'à un moment, on a fait bref ensemble. Si à ce moment-là, je m'étais dit, non, vas-y, Kian, je lui parle pas, de toute façon, c'est un nobody qui est le mec le plus puissant de cette soirée. Et puis finalement, t'es juste un suceur, en fait, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est un tu sais que, si tu lis un peu des bouquins sur ce sujet, que ce soit le networking, c'est un mot un peu valise. En fait, le premier truc qu'ils te disent même là-dedans, c'est justement exactement ce que tu viens de dire, et puis c'est presque du bon sens en fait. Si tu vas, le pire truc à faire, il y a toujours des gens qui font ça quand tu vas à une soirée networking, c'est t'as le mec dans un coin de la salle qui arrête pas de regarder qui est quelqu'un d'important à cette soirée, quand est-ce qu'il peut aller lui parler, et du coup ça crée tout un malaise. Alors qu'en fait, si tu crées des connexions, juste vas-y pour rigoler. Ouais, voilà. Vas-y comme tu vas dans une soirée. Passe un bon moment, quoi. Passe une demi-heure avec 2 personnes, et c'est mieux que d'avoir passé 30 secondes avec 10 personnes que tu connais pas finalement. Ouais, c'est ça. Et puis parce que je pense vraiment que ça se fait par affinité. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille bien, c'est des gens qui, si demain on travaille pas ensemble, ils me disent viens on prend un verre, j'ai envie de prendre un verre avec eux. C'est pas des gens où je me dis bon bah c'est strictement professionnel et j'en ai rien à foutre de sa vie. Donc c'est peut-être, je me rends pas compte, peut-être que c'est un peu plus long, même si j'ai pas. Enfin, je pense que c'est plus solide. C'est-à-dire que oui, tu peux, parce que t'as l'air sympa et parce que t'as dit les bons mots au bon moment à la personne puissante, te retrouver à avoir un taf, mais vous allez pas créer une vraie relation. Vraie connexion. Il y a pas de relation réelle et donc du coup c'est pas. Je pense pas que ce soit. Non, mais je pense qu'il faut jouer le long terme. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut jouer le long terme, et comme tout est une histoire quand même d'humain, et qu'en fait sur le long terme on sait quelles sont les vraies connexions, ça vaut pas vraiment le coup de. Ouais, pour moi c'est comme enfin. Il y a des gens qui veulent pécho le mec ou la meuf le ou la plus populaire de la soirée et du groupe, et il y a ceux qui cherchent quelqu'un avec qui ils vont passer un bon moment et avec qui ils vont rigoler. Je pense qu'ils sont plus heureux au final. Et ouais, parce que tu reçois beaucoup ce que tu dégages aussi. Donc si tu dégages, je pense, si ce que tu dégages c'est la personne qui veut
choper la personne la plus populaire de la soirée ou networker avec la personne la plus populaire de la soirée. Tu vas attirer des gens un peu comme toi. Ouais, mais puis en plus, en général, la personne la plus populaire de la soirée, elle te voit venir de loin parce En que plus, parce fait- qu'elle on envoie lui tout le fait temps, quoi. coup toutes les 4 minutes. Mm. Donc cette personne n'a pas vraiment de raison de t'aimer plus que les 8000 autres personnes qui sont venues le voir parce qu'il était le plus puissant de la soirée, quoi. Il y a un truc dont tu parles dans tes marchés parlés, c'est que quand tu veux te lancer, quand tu veux lancer un projet, t'as toujours, dans ton entourage, t'as différents types de personnes. T'as les personnes qui sont vraiment positives et qui, soit vont te dire vas-y fais-le ou qui vont rien te dire en attendant que tu le fasses. Et puis t'as les personnes un peu plus toxiques. Et en fait, c'est toujours compliqué parce que déjà c'est souvent des personnes proches. Et la toxicité, c'est jamais quelque chose de complètement évident. Ils vont pas te dire non, le fais pas parce que t'es nul. Ils vont te dire t'es sûr que c'est pas un peu risqué? Oui, ça c'est bienveillant. Et c'est rare que les gens te souhaitent du mal. C'est souvent. Est-ce que c'est bienveillant déjà? Est-ce que c'est bienveillant? Je pense que c'est maladroit mais bienveillant. C'est comme un parent qui veut pas que tu sortes. C'est pas parce que il veut te faire de toi un prisonnier, c'est parce que il a peur pour toi, tu vois. Donc je pense que à part cas exceptionnels, il y en a hein, des gros bâtards, des manipulateurs, etc. Mais la plupart du temps, surtout tes proches d'origine, c'est que t'as développé avec eux une relation qui était basée sur on est tous super contents d'avoir un CDI. Puis le jour où tu dis je vais me lancer, bah de façon, je pense vraiment que c'est bienveillant. Ils te disent bah attends, tu vas mourir. Mais ce qui est important, c'est de dire, je dis pas qu'il faut se séparer de ces personnes, je dis qu'il faut pondérer en fait les propos des gens, puisque déjà quand tu te lances, t'as un peu peur, donc t'as plus tendance à écouter les gens qui vont te donner des bons arguments pour pas y aller que pour y aller. Si en plus tu leur accordes autant d'importance qu'aux quelques rares personnes qui vont t'encourager, bah t'as vite fait de rien faire. En fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent quand on dit ça, les gens disent mais attends, t'es en train de dire qu'il faut tourner le dos complètement à des amis qui t'ont aidé dans tous les pans de ta vie parce qu'un jour ils te disent un truc qui t'arrange pas. Je dis non, ça reste tes amis, ça reste des proches, mais il faut aussi cultiver autour de toi des gens qui sont ultra motivants. Voilà. Donc ça veut peut-être pas dire couper, mais peut-être qu'il faut comme tu dis pondérer, mais Ouais, c'est-à-dire avoir moins de présence de ces gens dans ta vie, moins entendre ce qu'ils disent et avoir plus en fait des c'est autres, moins de présence au sens c'est bon, tu lui as dit une fois je vais me lancer en freelance, il t'a dit une fois tu vas jamais y arriver, fais gaffe, attends, mais t'as pas d'argent, trouve-toi d'abord tu vois, plein d'arguments qui sont entendables en plus, qui s'appliquent peut-être à la personne elle-même. C'est bon, il l'a dit une fois, tu l'as dit une fois. Maintenant, si ton objectif c'est d'être motivé, ça sert à rien. Si ton objectif c'est de faire du sport, ça sert à rien de dire bah tous les matins je vais appeler mon pote le moins sportif qui va juste me dire viens on va manger des cheese. Ok, il m'a dit une fois le sport c'est pas pour moi, bah maintenant il y a machin qui est ultra motivé, c'est plutôt lui que je vais suivre. Ouais. Mais ça veut pas dire que au moment de boire un coup, t'es pas obligé tout le temps de faire des plans de carrière quand tu vois tes proches. Non, mais c'est parce que c'est fragile les initiatives quand même. Ouais. C'est vachement fragile quoi. Si t'as une idée ou que t'as envie de te lancer et que tu l'as jamais fait, c'est quelque chose qui peut être très vite cassé. Ouais. Parce que le poids finalement de la famille, des amis et puis de ce que de ce que la société pense comme un bloc, que je sais pas, qu'il faut avoir un CDI, qu'il faut acheter une baraque, ce genre de choses. On l'a tous intégré déjà, donc c'est très rapide pour si tu veux lancer quelque chose et que quelqu'un te dit juste tu vas pas y arriver, c'est très rapide d'abandonner quoi. Donc sûrement qu'il faut peut-être essayer de passer le maximum de temps avec les gens motivants justement. Ouais, c'est ça, le maximum de temps qui consiste à parler de tes projets. De tes projets. Mais maintenant, si c'est pour sortir un week-end avec les mômes ou passer un bon dîner de repas en famille, il y a personne qui t'oblige tous les jours à appeler ton père qui croit pas en toi pour lui expliquer que tu vas être freelance alors que lui il pense que tu vas pas y arriver. C'est clair. Il a le droit de le dire une fois, mais après tu te fais du mal toi-même si tu passes ton temps à aller voir. Ça veut dire que quelque part peut-être qu'au fond de toi t'as envie qu'on te dise que c'est pas possible. Voilà, qu'on te donne des bons arguments pour ne pas le faire. Il y a un conseil que tu donnes beaucoup qui est marrant, c'est ayez de la chance. Ouais. C'est le conseil principal que vous donnez d'ailleurs aux gens qui veulent se lancer. Ouais, c'est ça. En fait, c'était à un moment, on a fait des espèces de mini masterclass avec Yann autour de Bref, qui était un peu compliqué à écrire au début. On voulait pas le faire parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que je trouve qu'il y a rien de plus inutile que, comme je considère qu'il y a beaucoup de chance dans l'histoire, pour moi, il y a rien de plus inutile que d'aller voir un gars qui a gagné au loto et lui demander quel numéro il a joué.
parce qu'en fait tu pourras pas l'appliquer à toi. Donc on a creusé un peu en disant quels vrais conseils on pourrait donner qui vont pas être juste des espèces de trucs d'autocongratulation. Enfin, je trouve qu'il y a rien de plus saoulant que les gens qui disent moi j'ai fait ça, j'y ai cru, et donc si n'importe qui fait comme moi, il y arrivera. Ouais, parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Le côté un peu TED. Le côté un peu donc c'est cool pour se motiver d'avoir quelqu'un qui te dit ça, qui dit mais moi aussi personne croyait en moi et moi aussi nanana, mais tu dis oui mais c'est d'accord, mais en vérité pour un gars comme toi qui a réussi, il y en a 16 000 qui n'ont pas réussi, et donc tu peux pas faire comme si t'étais la seule représentation du gars qui a galéré et puis qui a réussi, comme si le fait d'avoir galéré et d'avoir affronté des obstacles était la seule raison de ta réussite. Dans le fait de réussir, il y a plein de facteurs sur lesquels t'as pas la main, et donc c'est comme quelle comparaison on pourrait faire un peu relou et classique, genre c'est comme au poker. Le poker, tu tires des cartes au hasard. C'est le principe du jeu. T'as des cartes au hasard. Malgré tout, il y a des gens qui sont champions du monde de poker tous les ans. Donc ça veut bien dire que ils ont pas de la chance tout le temps, mais qu'ils ont appris à gérer les moments où ils ont pas de chance, ils ont tiré les mauvaises cartes, et les moments où ils ont de la chance et ils ont les bonnes cartes. Donc notre conseil qui est ayez de la chance, c'est une espèce de mots clés, tu vois, de concept un peu genre pour attirer l'attention. Genre attends, il y a des gars ils disent qu'il faut juste avoir de la chance. Et après derrière on développe. Et ce qu'on développe, c'est de dire normalement, sauf si vraiment t'es Donald dans Picsou, t'as pas de la malchance tout le temps, et sauf si t'es Gontran dans Picsou, t'as pas de la chance tout le temps. C'est normalement, a priori, ça se répartit à peu près pareil pour tout le monde statistiquement. Donc, s'il y en a qui réussissent plus que d'autres, c'est parce que ils respectent la chance. Donc, il y a des moments où t'auras de la chance, des moments où t'auras pas de chance. Si les moments où t'as de la chance, tu tournes le dos ou tu te comportes mal avec la chance, bah ça va juste s'accumuler avec les moments où t'en avais pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, c'est de dire le conseil numéro 1 qu'on donne quand on dit il y a de la chance, c'est tout est une opportunité, donc fais tout très bien, ne fais jamais à moitié, parce que sinon, le moment où tu avais de la chance, c'était peut-être le moment où tu as fait à moitié. Le moment où tu fais une vidéo et que tu as que 4 vues, ça se trouve, tu avais de la chance, et dans les 4 vues, il y avait Steven Spielberg. Et donc, du coup, ne fais pas ou fais très bien comme si c'était le projet de ta vie. Mais si tu fais à moitié, le problème c'est que c'est complètement à l'aveugle. T'as aucune conscience de pourquoi ton téléphone sonne pas, pourquoi on t'appelle pas. Tu peux pas savoir, tu sais même pas qui ne t'appelle pas. Si t'avais le numéro des gens qui t'appellent pas, tu les appelles en disant pourquoi tu m'as pas appelé, et il va te dire ah bah en fait tel projet, moi c'est sur ce projet-là de toi que je suis tombé, et puis tu l'as fait à moitié, il était pas ouf, donc je crois pas en toi, donc je t'appellerai jamais. Sauf que tu t'en rends pas compte, t'as juste la sensation que le mec à côté de toi est plus appelé que toi, et qu'il y a une injustice totale. Mais en fait, ça repose sur le... J'ai une anecdote qui est un peu longue que je raconte souvent, mais je vais essayer de la faire courte, qui est le monteur de Bref, qui est quand même un Tu peux la faire longue, hein, si tu veux. Je vais essayer de la faire... je vais essayer de respecter les gens qui l'ont déjà entendu, parce que j'ai l'impression de l'avoir raconté 16 000 fois. C'est Valentin. Valentin Ferron, qui est le monteur de Bref, ce qu'on peut quand même appeler une pièce clé dans Bref. Le montage est quand même omniprésent et très, très spécial. Ce mec-là, en fait, faisait des montages... En fait, Kian l'a rencontré bien avant Bref, à une époque où pour gagner sa vie, parce qu'il était en galère, il filmait des mariages. Donc Kian filmait des mariages de base, hein, pas les mariages de Kanye, voilà. C'était vraiment des mariages de Jacqueline et Joseph. Et puis il prenait, je sais pas, 200 balles, 400 balles, c'est rien. Et à un moment, ça lui prenait trop de temps de monter. Et donc il avait rencontré par des amis communs, on lui a dit ah lui il est monteur, voilà, si tu veux qu'il monte le mariage à ta place, tu lui files une partie de la somme et puis il va monter le mariage à ta place. Et le mec a tellement bien monté ce qu'il aurait pu mal monter en disant je m'en fous, c'est un mariage, c'est pour 3 personnes, voilà. Il a monté ça comme si c'était Transformers. Et donc Kian s'en est rappelé, il a dit putain, mais le mec c'est un bête de monteur, il a réussi à rendre ouf le mariage de deux personnes que personne connaît. Et donc au moment où il a commencé à faire un peu de télé, il a appelé Valentin, et au moment où on a fait Bref, on a rappelé Valentin en disant c'est toi qui montes Bref. Pour moi, à ce moment-là, ce que Valentin a fait, c'est que le mariage de Jacqueline et Joseph, il l'a monté comme si c'était le projet de toute sa vie, et donc il a montré ce dont il était capable à un endroit où vraiment Kian c'était personne, c'est un mec qui filme des mariages, il lui a montré qu'il était bon. Donc il a de la chance, ça veut dire la chance qu'il a eue, c'est qu'après Kian a fait sa vie, il a fait des trucs, puis à un moment il y a eu Bref,
et il a été appelé pour ça en fait. On l'a appelé parce que il avait respecté il avait fait très bien son travail et qu'au moment où il s'agissait d'avoir de la chance, et ben du coup il avait respecté la chance parce qu'il avait très bien fait un travail qui pourtant enfin je veux dire quand t'es monteur et que tu montes un mariage amateur, tu te dis pas c'est maintenant. C'est là, c'est le moment où je dois vraiment faire mes preuves. Et pourtant, il les a faites là, et c'est ce qui fait qu'on l'a rappelé des années plus tard, en fait. Donc la chance favorise ceux qui sont prêts, quoi, depuis le début, ou qui sont à chaque fois, la chance qui donnent le max. Respecte ceux qui la respectent. La chance respecte ceux qui la respectent. D'ailleurs, en parlant de Bref, comment tu t'es senti parce que toi, tu bossais sur des trucs depuis un petit moment, et à un moment, vous faites le pilote de Bref avec Kian assez rapidement. Je crois que vous le présentez à votre producteur, qui va le présenter à Canal, et Canal dit OK, c'est cool. Et il vous propose d'en écrire 4, je crois, et vous écrivez ça. Et est-ce qu'il y a un moment où t'as compris que ça allait être un gros succès? Parce qu'on parle d'un truc qui quand même... non, en fait, tous les gens de mon âge ont vu Bref, quoi. Quand on a monté Bref, le pilote, en mars 2011, moi, je trouvais que c'était chambé. C'est-à-dire que j'étais dans une prétention totale. Je me souviens, Kian disait arrête, ça fait prétentieux et tout. Je fais mais non, mais je trouve que c'est bien. Je vais pas dire que c'est nul. Je trouve que c'est bien. Je dis pas que ça va être un carton. Je dis même pas que quelqu'un va l'acheter. Je dis juste que là, quand je le regarde, je vois un truc que j'ai envie de voir dans la vie. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, non, nous on était échaudés parce que Bref, c'était un projet parmi 300 autres où on s'était pris des vents. Donc nous on se disait juste bon bah Canal a l'air intéressé, mais comme les 16 dernières fois où quelqu'un a l'air intéressé, puis il nous mettait un vent au dernier moment, le téléphone répondait plus, et puis on avait plus de nouvelles. Donc on s'attendait pas du tout à ce que ça marche. On était content du produit qu'on avait fait, on était content de l'œuvre, et je me souviens parce que d'ailleurs on avait refusé d'écrire d'autres épisodes et de faire de la prépa tant que ce soit signé. Tant que c'était pas signé. Et c'est pour ça qu'on a dû écrire très vite. Les 40 premiers, on les a écrits en deux semaines. Enfin, du coup, les 35 premiers, vu qu'on en avait fait un en pilote et 4 pour montrer à Canal à quoi ça leur ressemblait. Une fois qu'ils ont vu à quoi ça leur ressemblait et qu'ils ont dit go, nous on a dit ouais, on les connaît, les go, ça va. Donc on avait dit à notre producteur Harry Tarjman, qu'est-ce qui les oblige à nous payer et à le diffuser. Et en gros, ça s'appelle le visa. C'est le moment où t'as le boss de la chaîne, ceux qui représentent, qui valide en disant oui, vous serez payé, voilà. Et donc le visa, on l'a eu le 1er juillet. Et avant le 1er juillet, on avait refusé d'écrire quoi que ce soit. On avait dit au producteur non, mais on se débrouillera une fois que c'est signé. T'inquiète, là on bossera. Mais on refuse de bosser dans le vent. On a été trop déçus. Là, ce truc, on le trouve super. Si on commence vraiment à travailler, à écrire 15 épisodes, 20 épisodes, 30 épisodes, 40 épisodes, et qu'après ils nous disent non, c'est mort, on va vraiment se tirer une balle, là. Donc comme quoi, on n'y croyait pas au sens, on croyait que c'était bien, mais on croyait pas forcément que ça allait marcher parce que on croyait aussi que tous les autres projets à qui, qu'on nous a refusés, on pensait qu'ils étaient super aussi. Mais une fois qu'il a mis le tampon, 40 épisodes, c'est parti, ça va être diffusé. Là, on était content. Ouais. C'était comment, là? Bah là, du coup, en fait, t'es content, mais en fait, tu te rends compte que t'as que 35 épisodes à écrire en 2 semaines, donc C'était quoi votre mode de vie là pendant les 2 semaines? On était au bureau tout le temps. Vous bossiez dans un bureau? Ouais, on bossait dans le bureau de la prod chez Harry Tarjman, chez MyBox Productions, et on était tout le temps au bureau. On n'avait pas de vie. On faisait rien d'autre que écrire, dormir et écrire. Ouais. Mais c'était excitant parce que comme on avait l'assurance que ça allait être fait, c'était le moment où on pouvait ressortir tous les trucs qu'on nous avait refusés, toutes les idées qu'on avait en tête. C'est le moment un peu libérateur où tu dis ah et ça, tu te rappelles quand on en parlait il y a 6 mois, bah là on peut le faire dans Bref. Et vous aviez liberté totale sur l'écriture? Ouais, on était, on avait les contraintes qu'on s'était imposées nous-mêmes, mais on n'avait pas de contraintes qui venaient de la chaîne. Ce qui est cool avec Canal, le fameux esprit Canal comme on l'appelait avant que ce bateau prenne l'iceberg Vincent Bolloré, c'était vraiment que une fois que Canal croit en toi, il te laisse l'espace, surtout que c'était un programme court, donc tu vois, c'était pas un risque énorme pour eux. Donc c'était allez-y, faites ce que vous avez à faire et puis on verra bien. Et c'est intéressant parce que Bref, ça a eu le succès qu'on sait, ça a hyper bien marché. Et toi, tu dis que t'as plein de, enfin, tu vois, le succès, ça a un côté un peu aléatoire dans le sens où il y a plein de gens qui font des trucs vachement bien et mais qui n'ont pas eu cette émission au bon moment avec le bon timing, au moment où les gens étaient prêts aussi à voir Bref, peut-être, tu vois. Ouais, c'est un alignement de planètes, ouais. Et est-ce que tu penses que
Parce que ce côté ayez de la chance aussi, il y a un peu un côté la chance finit par récompenser ceux qui persévèrent. Oui, c'est vois. ça, parce qu'il y a une sélection naturelle. Ouais. C'est que chaque jour, des gens arrêtent. Donc chaque jour, T'as plus de chances de réussir. T'as plus de chances, toi, d'intéresser quelqu'un. Puis il y a les nouveaux qui arrivent, mais ils ont moins d'expérience que toi. Donc plus t'avances, plus tu te donnes les moyens à un moment de te retrouver dans le bon alignement. Donc tu penses que si t'es talentueux et que tu fais des trucs de qualité, il y a forcément un moment où tu vas avoir... Après, le succès n'est pas... Faut voir aussi comment tu définis le succès. En fait, ça dépend. C'est je pense qu'il faut définir pour soi ce qu'est la réussite. C'est-à-dire que je sais que à ma place, il y a des gens qui considéreraient qu'ils n'ont pas réussi, alors que moi, dans ma tête, c'est bon, je suis content, j'ai réussi plus que ce que j'avais. C'était quoi dans ta tête la réussite avant bref? C'est de vivre de ce que je fais. Donc c'est-à-dire que pour moi, j'étais déjà plus ou moins en réussite. J'avais juste moins d'espace de possibilités. Après, bref, ce qui est cool, c'est que quand t'as une idée, on t'écoute un peu plus qu'avant. Mais pour moi, j'étais déjà bien, en fait. J'étais là, bah, ça va, je gagne un peu de sous. Je pense qu'il y a un truc qui est très humain, c'est qu'on oublie rapidement, tu sais, c'est ce moment où il faut aller sur le site de l'Observatoire des inégalités, taper tes revenus, te rendre compte que en vérité t'es vraiment pas le plus pauvre, qu'en fait t'es déjà beaucoup mieux loti, et encore plus si tu vas sur des sites qui te font les stats pour le monde entier. Tu te rends compte que vraiment à 2000 balles par mois, t'es déjà dans les 1% les plus riches du monde, et tu te dis ah oui, ou peut-être dans les 5% les plus riches du monde. Et donc il y a un truc qu'on oublie rapidement, c'est que on a tendance à se comparer beaucoup aux gens autour de nous. À ma place, je sais que d'autres auraient accepté plein de longs métrages qu'on m'a proposé d'écrire, de réaliser, etc. Parce que pour eux, il y a une espèce d'achievement à avoir fait du cinéma. Alors que pour moi, réussir, c'est pouvoir choisir ses projets et gagner suffisamment de sous avec pour ne pas mourir de faim. Mais il y en a pour d'autres, ça va être de gagner son premier million, ou d'avoir un Oscar, ou d'avoir un César, ou d'être reconnu dans le métier, voilà. Et donc du coup, je pense qu'il faut se définir pour soi-même ce qu'est la réussite, parce que les stratégies sont pas les mêmes en fonction de si ton ambition c'est juste de gagner de l'argent, ou si ton ambition c'est de t'épanouir artistiquement, ou de passer un message. Ouais, après peut-être qu'une équation si le bonheur c'est un concept, peut-être que c'est plus facile d'être heureux si t'as des attentes plus basses aussi, quoi. Si tu veux juste, pareil, si tu veux monter Facebook, si ton but dans la vie c'est de monter Facebook, ça va peut-être être un peu plus compliqué d'être épanoui. Ouais, mais bon, si c'est ton but, t'y peux rien. Faut savoir pourquoi c'est ton but. Si ton but c'est juste pour que les gens disent oh là là, il est vraiment très fort, c'est un peu superficiel comme envie. Mais quelqu'un qui a envie de monter le nouveau Facebook, tant mieux. C'est un moteur. Je dis pas du tout. Je suis pas de la famille de revois tes attentes à la baisse. Comme ça, tu seras jamais déçu. Ouais. C'est juste que moi, mes attentes étaient pas. Après bref, je me suis dit de toute façon c'est bon, j'ai fait bref, c'est déjà plus que ce que j'aurais rêvé, parce qu'en fait ça a atteint des niveaux de genre les gens me disaient ils ont révolutionné l'audiovisuel et tout, alors que nous vraiment on s'en foutait. Je me disais il y a deux choses, déjà ça c'est plus que ce que tu imaginais, surtout en 5 ans, moi ça faisait en 3 ans, ça faisait 3 ans que j'étais dans le métier, donc c'est assez court. Et en plus ça m'a soulagé d'un truc, c'est que je me suis dit l'alignement était tellement incroyable, c'est-à-dire que si tu prends tous les facteurs, le fait que c'était avant vraiment que YouTube décolle, le fait que c'était au moment où le grand journal était à son apogée, mais où il commençait à manquer de programmes, le SAV, les gens adoraient, mais ils s'étaient habitués, c'était exactement ce qu'on voulait faire, comme on voulait le faire, c'était au moment où les gens commençaient à regarder vraiment des trucs sur Internet, et donc il pouvait y avoir... ça faisait pas si longtemps que ça que les vidéos marchaient sur Internet. D'un point de vue même contextuel, c'était le moment où Facebook ne vous avait pas cassé les couilles avec ses algorithmes, et que donc quand t'avais 2 millions de fans sur ta page et que tu mettais une vidéo, t'avais 2 millions de vues. Ce qui est plus du tout le cas maintenant. Ouais. C'est quand on met un truc sur Bref pour faire la promo d'un copain ou pour dire Kian fait son spectacle, il y a écrit 40 000 vues et paye maintenant si tu veux que d'autres gens voient. Ouais, même Là, moi. c'est le moment où c'était gratuit pour, tu vois, c'était le moment où Facebook avait besoin de contenu. Donc et c'était en plus à un moment où les programmes courts il y en avait moins, tu vois, c'était pas comme si on était sorti entre Kaamelott et Caméra Café, donc il y avait ce truc un peu magique qui je pense ne se reproduira pas, ou peut-être se reproduira peut-être une fois comme une éclipse, tu vois.
Et donc ça m'a soulagé. Je me suis dit bon bah tu vois ça comme une anomalie en fait un peu. Ouais, mais je me dis donc ça m'a soulagé. Je me suis dit ce sera jamais aussi fou. Quand on a fait bloquer, là quand on fait Serge le Mytho, j'ai aucune attente que ça fasse les mêmes scores et la même le même emballement, qu'il y ait le même emballement autour que pour Bref. Parce que c'est ça peut-être le risque, c'est que ça devienne ton nouveau standard, un peu comme tu sais t'as les, pour reprendre l'analogie de la musique, t'as les groupes qui explosent par exemple dans les années 2000 et t'as beaucoup de musiciens que tu vois malheureux ensuite dans les années 2010. C'est fou parce que avant ils avaient un stade et que maintenant ils ont que 1000 personnes. Et c'est génial déjà. Et tu dis 1000 personnes, c'est incroyable mon gars. Ouais, les mecs ils vivent de leur truc. Le stade. C'est ça, exactement. Et c'est un peu triste, du coup, de voir, t'as des groupes qui font des comebacks, qui essaient de refaire, ils ressortent un peu le même album que dans les années 2000, ils essaient de refaire un peu la même chose, mais la sauce prend plus pareil. Et c'est pour ça que pour moi, il y a deux types de comeback. Il y a le comeback de gens qui ont vraiment envie, qui disent, putain, c'était la bonne époque, viens, on se refait un trip. Et puis les comebacks de gens qui ont besoin de payer leurs impôts, ou qui ont besoin de Et ça, c'est un peu triste parce que tu dis, finalement, c'est comme s'ils reniaient tout ce qu'ils ont fait après, je pense c'est pour ça qu'avec Bref, on n'est jamais revenu, mais qu'on n'a jamais dit qu'on reviendrait pas. On dit juste, si on revient, c'est parce qu'on a une nouvelle fois envie d'utiliser ce format pour raconter quelque chose. C'est pas impossible, juste on verra quoi. Sinon l'envie revient. Justement, comment tu fais pour pas tomber dans la facilité, pour pas te répéter, pour pas qu'il y ait un moment où tu te dis, où on se dise, il a refait du Navo. Bah déjà, si les gens disaient il a refait du Navo, je serais content. Ça veut dire que genre les gars ils identifient, ils font il nous refait du Navo. Moi si on peut dire il fait du Navo comme on dit il fait du Edouard Baird ou je suis content. Hein. Ça me dérange pas. Mais parce qu'en fait je pense qu'il faut garder la même philosophie, c'est faire le truc que t'as envie de voir. Donc quand on a fait bloquer, c'est l'anti-bref. Et je pense que c'est parce que c'était l'anti-bref que ça me chauffait aussi, c'est que c'était tout d'un coup beaucoup plus classique, c'était juste deux gars sur un canapé, un plan fixe. Donc on n'est pas loin d'un caméra café ou d'un gars une fille et j'étais content parce que pour moi c'était ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. C'est c'est je pense qu'il faut juste faire ce dont tu as envie. Oui, parce que c'est pas forcément, il y a quand même un moment où parce que ce que tu préfères toi, c'est pas forcément ce que le public préfère. Ouais. Et il faut quand même faut pas t'attendre à ce que ça fasse 1 milliard de vues alors que. Mais toi, tu t'obliges quand même un peu à prendre en compte ce que le public attend, ou vraiment tu fais le truc pour toi et tu te dis il faut que ça me plaise à moi. Parce que par exemple, si je prends un type comme, je parle souvent dans ce podcast, mais Booba en rap, il dit tout le temps qu'il en a vraiment rien à foutre de ce que pense le public et qu'il fait la musique que pour lui. Ouais. Ce qui fait que des fois il sort des trucs complètement hallucinants et en fait les gens finissent par kiffer, tu vois, parce qu'il y a un côté où t'as toujours l'impression qu'il a vachement confiance dans ce qui sort. Ouais, mais il a raison. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est le meilleur moyen d'opérer parce que dans le cas de Booba, en musique, ça va très vite de devenir un suiveur. Tu vois, de dire vas-y, je suis une tendance ou je suis une mode au lieu de suivre mes envies. Et si t'es un suiveur, bon bah t'es un suiveur. Tu révolutionneras jamais rien et t'apporteras pas cette petite pièce de puzzle que. Ouais, voilà, tu t'apporteras pas quelque chose, une petite pierre inédite à l'édifice. Donc je pense qu'il faut faire selon ses envies. Poursuivre ses intérêts quoi. Ouais, de toute façon pour kiffer. En fait, faut jamais oublier qu'à la base, normalement, si t'as fait ce métier, c'était parce que tu voulais kiffer. Donc si à un moment tu te retrouves juste à écrire des trucs que t'as pas envie d'écrire pendant 1 an parce que ça rapporte des sous, c'est un peu dommage. Si en parlant justement des trucs que t'aimes faire, si tu devais bosser, c'est les petites questions fun un peu. Si tu devais bosser, si t'avais le droit de bosser que 2 heures par semaine, t'as le droit de bosser que 2 heures par semaine, tu bosserais sur quoi? Ouais, je suis pas loin déjà là de. Je vais sur le feignant. Si je pouvais bosser que 2 heures par semaine. Mais en fait, c'est contextuel, en fait. Parce que là, si j'avais que 2 heures par semaine, bon, bah, je terminerais Serge le Mytho. Tu vois, je suis au montage, là, donc je dirais, bon, bah, il faut bien terminer Serge le Mytho. Après, si c'est complètement libre. Non, complètement libre. Franchement, je sais pas. Je réfléchis, mais bon, si je pouvais bosser que 2 heures par semaine, ouais, j'aurais qu'un projet, quoi. Qui mettrait plus de temps. Il faudrait que je choisisse bien le projet. Mais en fait, la question, elle est tricky dans le sens où j'ai vraiment pas la sensation de bosser beaucoup. Non, mais surtout, j'ai vraiment pas l'impression de bosser beaucoup. C'est-à-dire que, en ce moment, surtout là, mes journées sont assez libres. En fait, je suis assez. En fait, c'est tricky pour 2 raisons. C'est que je pense qu'un auteur travaille tout le temps et jamais en même temps. Donc, il y a des moments où t'es
sur un tournage et que tu réalises, et donc là vraiment factuellement ça se voit que tu travailles, voilà, on compte on te paye en cachet pour des heures de travail, mais la plupart du temps en vérité t'es en train de faire autre chose et tu travailles en fond de tâche. Le moment où tu te mets devant l'ordinateur pour écrire le texte, c'est pas le moment où tu trouves tout le texte. Ouais, parce que tu vas avoir des idées quand tu prends ta douche, voilà, quand tu regardes la télé, tu vas penser à un truc. En fait, je suis de l'école de l'oisiveté. Je pense vraiment que, tu vois, enfin, si on bossait ensemble et que t'es auteur et que tu dis, moi, en tout cas, ce qui se passe là, c'est que je pars 6 mois en vacances, je dis, bah, vas-y, bosse bien. Je me dis pas, le feignant. Ouais. Je me dis, il va revenir, en 6 mois, il aura eu le temps de se détendre, puis s'ennuyer, puis commencer à penser à des trucs parce qu'il s'ennuie, puis les oublier, puis y repenser en temps, c'était pas mal. Quand il va revenir, il va être ultra créatif, en fait. Ouais, t'essaies d'être gentil avec la créativité. Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens qui travaillent complètement autrement. Je pense à Davy Mourier, qui est un ultra bosseur. Il bosse toute la journée, il bosse tout le temps. Et je pense pas que ce soit mal. Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, je pense vraiment que c'était un truc c'est un truc de flemmard, en fait. Je suis un flemmard de base. Je pense que si à un moment j'étais malin à l'école, j'avais des bonnes notes, c'est parce qu'en fait, j'avais tellement la flemme de travailler que j'apprenais très vite et très bien ce qu'il fallait dire dans les contrôles pour justement ne pas avoir à travailler. Donc du coup, c'est une auto-carotte, quoi. Tu t'auto-carottes parce que finalement, tu te mens à toi-même parce qu'en vérité, tu travailles. Mais toujours en te disant que t'es plus malin. C'est un peu comme les gars qui passent plus de temps à créer une anti-sèche qu'à apprendre le cours. Tu vois, t'aurais mis beaucoup moins de temps à apprendre le cours qu'à faire cette anti-sèche. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'être trop malin. Ouais, j'ai un pote comme ça. Parce qu'il y a deux écoles, comme tu dis. Il y a des gens qui vont vraiment bosser toute la journée. Je sais plus qui a dit ça, mais il y a une citation d'un auteur très connu américain. On lui dit, est-ce que vous travaillez tous les jours ou est-ce que vous attendez l'inspiration? Et il dit, bah, moi j'attends l'inspiration, mais par bonheur, elle tombe tous les matins à 9h pétante. Tu vois? Et donc, il y a cette école de si tu bosses tous les jours, la quantité finit par se charger de la qualité. Tu vois? Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, il y a vraiment deux. Je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Je pense que, voilà, c'est deux façons de travailler. Et puis, et je m'adapte aux deux. Si à un moment, je dois bosser avec un gars qui est ultra bosseur, bon, bah, je vais m'adapter à son rythme. Après, il se trouve que dans mon métier, c'est quand même beaucoup des feignants, qui sont devenus bons parce que justement, ils sont feignants. Typiquement, si tu prends le truc dont je parlais tout à l'heure, le plateau dans le noir, de l'Européen, on s'est vu 2 fois, et au dernier moment. Parce que je savais bien que ça allait pas marcher si je leur dis, bon, ok les gars, il faut écrire quelque chose, on se voit tous les matins de 8h à 11h, ça sert à rien de faire ça. Tu dis, bon, bah, c'est dans 2 jours. Ah bon, bah, alors vas-y, on bosse là. Et donc et tu te rends compte que beaucoup de gens qui sont marrants et talentueux, il y a vraiment 2 écoles. Kian, c'est un bosseur, mais en même temps, il est bon. Enfin, c'est bizarre. Les profils, souvent, il y a un profil qui revient souvent, c'est des gens qui sont devenus bons parce que en étant bons suffisamment vite et fort, ils n'avaient pas besoin de travailler trop à côté. Et si pour revenir sur cette thématique de quand tu commences, je dis ça pour moi. Si moi j'ai envie de commencer par exemple à écrire de la fiction ou des histoires que je pourrais adapter ensuite, je commence par quoi? Ton conseil à moi? Écrire un truc qui te plaît. Ouais. Écris pour toi-même. Écris un truc où si t'avais une petite un flashouilleur comme dans Men in Black, tu pouvais te flashouiller, ça te ferait plaisir de le lire. Ok. Donc une petite histoire. Ou un grand truc. Enfin, en fonction. Je dis souvent, on commence par des trucs courts parce que c'est plus facile d'apprendre le plaisir d'avoir terminé quelque chose en faisant des trucs courts. Souvent, il y a des gens, leur premier projet, c'est une trilogie, un roman, un roman de 8000 pages. Et donc, au bout de 20 pages, ils se lassent. Et en fait, ils terminent jamais. Et je pense que t'habitues pas ton cerveau au plaisir d'avoir fini et de montrer le résultat fini. Ouais, c'est important de cultiver le fait que tu vas à la fin des choses. Parce que plus tu le fais, plus parce qu'en fait, avoir une idée, c'est un pic. Ça envoie de la drogue dans la tête quand t'as une bonne idée. T'es trop content de toi. La développer, c'est ultra chiant. Et la montrer, c'est une autre drogue encore plus puissante. Quand t'as vraiment la sensation du travail fini et des gens qui te disent putain c'est super. Sauf que souvent t'as l'idée, donc c'est la drogue. Puis le moment de développer, ça te saoule et t'arrêtes. Et donc tu découvres jamais l'autre drogue qui est bien agréable, qui est de finir. Donc si tu te concentres sur les trucs très courts,
Tu vois, de dire vas-y, je vais juste faire une petite note sur un blog. Typiquement, la bande pas dessinée, c'était ça. C'était des petits strips de 3 cases pas trop compliqués à faire, parce que t'as le plaisir de le faire, l'avoir fini assez rapidement, le mettre en ligne et avoir un retour. Et en fait, tu t'habitues, et plus tu t'habitues, plus tu tiens le coup au moment de développer, et plus tu peux faire des choses longues, parce qu'il y a une petite voix en toi qui dit non mais vas-y, tiens le coup, parce que rappelle-toi après quand c'est tout fini, comment c'est trop bien. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as l'impression que t'arrives pas à progresser, ou que t'es pas bon? Dans mon métier, Ouais, ou dans la vie. En fait, il y a malgré tout, mais je sais que, enfin, je me fais une raison là-dessus, c'est que souvent tu te dis, quand t'es un feignant comme moi, tu te dis putain, t'imagines si t'étais pas feignant, comment là t'aurais déjà fait beaucoup plus de trucs. Si t'étais capable de mener 4 projets en parallèle, en fait, t'aurais fait 4 fois plus de choses. Mais je pense pas que j'en suis capable. Je pense que j'ai accepté qu'en fait ça me fatiguait, ça me rendait pas heureux d'être en surcharge. Ouais, d'être en surcharge, parce qu'en fait tu te mets à faire enfin moi dans mon cas, je me mets à faire les choses moins bien. Au lieu de faire une chose vraiment en étant content de la manière dont je la fais, j'en fais 4 dont je suis moyen content, et que je commence à vivre comme des contraintes, alors que je devrais les vivre comme des opportunités et des plaisirs. Donc ça, je sais que il y a peu de chances que je devienne multitâche et que je fasse 1000 projets en même temps. Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais quand on parlait de avoir de la chance, de faire moins de choses, mais faire en sorte qu'elles soient hyper bien à chaque fois. Ouais, voilà, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gars, en fait, c'est parce que c'est comme je dis, tu te compares, quoi. Je prends Davy Mourier, tu dis bah ouais, mais lui il fait 7 choses en même temps et 7 choses sont bien. Donc, ouais. Alors que toi tu fais une chose en même temps et tu fais une chose bien. Donc c'est bien la preuve que tu pourras en faire plus. Mais je pense que c'est des traits de personnalité et de caractère différents. Et après, dans ma vie en général, c'est ma mémoire. Ma mémoire est nulle à chier. Je sais que... Tu sais toujours pas si la saison du Jamel Comedy Club où t'as rencontré Kairon, enfin où t'as bossé avec Kairon, c'est la 2 ou la 3? Ouais, je suis pas sûr. Tu m'as remis le doute. Chaque interview que j'ai entendue de toi, tu dis... alors je sais plus si c'était la saison 2 ou la saison 3. Ouais, je suis pas très capable de... Je me souviens de 2008 parce que c'est le moment où je me suis lancé et que ça m'a marqué. Et parce que c'était aussi des changements dans ma vie personnelle. Et de 2011, c'est le moment de bref. Mais après, le reste, c'est un truc flou. Je suis pas trop sûr de moi. Je suis pas bon dans les dates, je suis pas bon dans les noms et je suis pas bon dans les visages. On va finir. Moi, je suis. Moi, à chaque fois, je crois que je suis bon, puis je finis toujours par mélanger les noms et par vexer tout le monde. Je sais que je suis nul, moi. On va finir. J'ai 2 questions un peu que je sors à chaque fois. La première, c'est une question qui pose en entretien d'embauche chez Facebook. La question, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? De la politique. C'est vrai? Je pense que si j'avais pas peur que les gens sont vraiment une majorité de cons, je me dirais bah ça vaut le coup de faire de la politique et de parler aux gens de façon intelligente et raisonnée, tu vois. Quand tu dis que les gens sont une majorité de cons, dans le sens où ils t'agresseraient, ou dans le sens où ils comprendraient pas ce que tu essaies de... Dans le sens où ils auront plus de chances en majorité, hein, je parle pas des gens individuellement, je pense qu'individuellement la plupart des gens sont cool, mais que voilà, puis ils ont pas le temps, ils sont manipulés, donc ils sont pas cons, c'est pas ils se lèvent le matin, ils sont cons, je pense je me dis ils ont beaucoup plus de chances de voter pour quelqu'un qui ressemble à Trump ou à Marine Le Pen que de voter pour quelqu'un qui essaie vraiment d'agir pour le bien commun. Et donc du coup, je pense que si j'avais pas peur, je pense que j'ai vraiment peur. Je me dis j'ai peur que les gens soient trop cons. Donc du coup, si j'avais pas peur, je pense que je ferais de la politique parce que je dirais ça vaut le coup. Genre une espèce de si j'avais pas peur que ce soit l'endroit le plus vicié et le plus où il y a le plus de manipulation et le plus de démagogie, tu vois, où il faut faire vraiment des saltos arrière et de la com en permanence pour tu vois, il faut être Nicolas Hulot pour que les gens commencent à s'intéresser à l'écologie, alors que dans ma tête je me dis on devrait juste dire bon les gars, on est d'accord que on peut pas être sur une planète qui va mourir. Logiquement pour moi tout le monde dit oui, c'est notre intérêt commun, et après on passe à autre chose. Voilà, on vote, on dit bon voilà, c'est fini, voilà. Et sauf que tu vois bien qu'il faut manipuler les gens et c'est compliqué, est-ce que du coup donc je pense que je ferais de la politique parce que je me dirais cool, je fais de la politique au sens où je suis vraiment le délégué de plein de gens et puis on trouve les belles solutions pour améliorer l'avenir. Malheureusement, je pense que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça.
Dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Bruno qui a 20 ans et qui vient d'arrêter de travailler avec son père? Genre à part le classique t'as raison mon gars. Ouais. Je sais, je dirais, à part bien ouais, je dirais, ouais, ou peut-être j'essaierai de me faire perdre un peu moins de temps, mais en même temps c'est toujours compliqué, parce que c'est dur de... Est-ce que tu perds vraiment le temps? Ouais, c'est dur de savoir est-ce que tu l'as perdu ou est-ce que t'as emmagasiné en toi une sagesse qui t'a permis d'être ce que t'es plus tard, tu vois. Ouais, ou trop de temps à t'ennuyer qui fait que t'as plus du tout envie de t'ennuyer ensuite, ou des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que je dirais... Ouais, je dirais... Bah ouais, mais en fait, comme je suis content de ma vie là, je dirais, bah t'as raison, mon gars. T'as raison. Après, c'est la question, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu prends... j'ai trouvé quelqu'un, un génie pur pour que ce soit vraiment limpide. Prends Einstein. Qu'est-ce qui se passerait si à la toute fin de la vie de Einstein, tu prends tous ses écrits, tu retournes au moment où il est tout jeune, tu lui donnes tous ses écrits. Est-ce qu'il deviendrait le Einstein, et ainsi de suite, si tu pouvais faire la boucle? Est-ce que finalement, si tu arrivais à le mettre en boucle, en lui redonnant à chaque fois tout ce qu'il a trouvé par lui-même, est-ce qu'il deviendra encore plus sage, genre jusqu'à devenir un Gandalf? Non, tu vois, vraiment devenir le mec qui change tout le monde entier et qui, tu vois, et qui résout tous les mystères de l'univers. Ou peut-être qu'il aurait la flemme. Ou est-ce que il serait pas capable de comprendre ce que tu lui montres? Donc si on est dans la première hypothèse, bah du coup je m'installe avec moi-même, je me raconte tout ce que j'ai compris par moi-même. Tu lui mets les DVD de Bref. Voilà, en 13 ans, je dis voilà mec, voilà t'as compris ça. En fait voilà, les relations avec les gens c'est ça, les parents c'est ça, la vie amoureuse c'est ça, nan. Maintenant pars de ce point-là. Et est-ce que je deviendrais le triple de moi-même aujourd'hui? Dans ce cas-là, ouais, je le ferais. Mais si je commence à me parler et que j'ai juste en face de moi un petit con qui dit mais non t'as rien compris, et j'interviewerais le triple de toi-même. Ouais putain, c'est possible. Merci beaucoup Bruno. Je t'en prie. Pour que les gens te trouvent, si ça t'intéresse, on les envoie où? Bon, sur Twitter, Navo underscore. Non, c'est ça Ouais, je crois. Navo underscore. Navo tiré du bas, comme on dit. Ouais, ah oui, si, un truc que les gens me demandent et que j'oublie tout le temps. Qu'est-ce qui te plaît en ce moment? Que ce soit la musique, un truc que tu suis beaucoup, quoi. Netflix. Netflix. Je pense que Netflix est en train de changer les choses en profondeur. Moi, après voilà, c'est encore un américain, voilà. Mais je pense que Netflix et la puissance qu'ils ont actuellement, ça devient de plus en plus improbable que quelqu'un à qui tu montres Netflix ne s'abonne pas. Alors qu'à un moment c'était compliqué. Là, je pense vraiment, là moi j'ai Netflix améliore vraiment ta vie. Ma vie chaque soir. Donc je pense que ça va devenir un acteur. Je suis pressé de voir comment ils vont s'implanter dans les différents pays, parce qu'ils ont une force de frappe. Tu vois, si tu prends YouTube, ça a changé vachement l'économie et puis la façon de produire du contenu vidéo en France, alors que c'est une boîte américaine, parce que ils ont ramené le YouTube Space, parce que voilà. Donc je suis pressé de voir comment Netflix. Je suis pressé de rencontrer un gars qui va me dire salut. Bah voilà, je me présente. En fait, c'est moi qui suis en charge des productions Netflix France. Est-ce qu'on pourrait discuter? Je pense qu'ils peuvent devenir une espèce de nouveau Canal+. Donc si le producteur Netflix France écoute ça. Alors, on a rencontré des gens de Netflix, mais pour l'instant c'est des Américains. Ouais. Donc j'attends de voir un peu qui fait quoi. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. S'ils veulent quelqu'un pour choisir les programmes, je veux bien postuler à Netflix. Merci Bruno. Je t'en prie. Et salut ceux qui écoutent. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi.